Ça innove, c'est maintenant. Bienvenue à l'écoute de votre podcast qui décrypte les grandes dynamiques et les enjeux liés à l'innovation. La crise sanitaire bouleverse le monde, transforme nos manières de travailler, de vivre ensemble. L'innovation, c'est la clé pour se réinventer demain. Dans cet épisode, nous vous proposons d'explorer le monde fascinant des robots. Ça innove, un podcast présenté par l'Agirc Arrco, acteur de référence de la retraite. L'Agirc Arrco et les groupes de protection sociale innovent au service de tous, partenaires, bénéficiaires, mais aussi leurs propres collaborateurs. L'experte de cet épisode nous vient du groupe Clésia qui a intégré les robots dans son fonctionnement. Vous les connaissez grâce à de célèbres romans de science-fiction, des films ou des séries qui nous projettent dans un futur peuplé de machines. Ce sont les robots. Dans cet avenir romancé, la cohabitation avec les humains se passe plus ou moins bien. Soit les robots nous permettent de mieux vivre dans un monde où la technologie est à notre service, soit, souvent d'ailleurs, ce monde se déchire parce que les robots se rebellent et prennent le pouvoir. Alors, derrière tous ces fantasmes, qu'en est-il vraiment ? Qui sont les robots qui peuplent notre monde d'aujourd'hui et ceux qui existeront demain ? Nathalie Paul-Guater, responsable du service recrutement et carrière au sein du groupe de protection sociale Clésia, est l'experte de cet épisode. Mais d'abord, je vous propose d'écouter Laurence De Villers, chercheuse au laboratoire d'informatique pour la mécanique et les sciences de l'ingénieur. Les robots actuels sont des robots qui vont percevoir, analyser l'information et raisonner sur cette information à partir de modèles qu'on a donnés, de modèles informatiques, et générer une action. Donc là, il est possible que le robot fasse quelque chose d'inattendu si sa perception n'est pas exactement ce qu'on avait imaginé. Et par contre, il va enchaîner des actions qu'on a pré-câblées dans la machine. Ces robots, ils ont évolué grâce à la modélisation et les algorithmes qu'on arrivait à utiliser. Depuis 2010, par exemple, on a fait un saut qualitatif dans la perception grâce aux apprentissages dits profonds et les réseaux de neurones. Moi, je connais ces approches depuis longtemps puisque dans ma thèse, en 92, j'utilisais déjà des réseaux de neurones pour faire de la reconnaissance automatique de la parole, c'est-à-dire en fait passer du signal audio à la transcription en mots. Et on les utilise maintenant pour reconnaître les visages, reconnaître des objets, des situations, parler, traduire. Sur la sémantique, on commence à avoir des aspects intéressants, même si c'est là où les systèmes sont les moins performants pour l'instant. Et puis la reconnaissance des émotions, qui est mon sujet de recherche. Donc là, je vous emmène dans un terrain un peu particulier de la robotique, qui est ce qu'on appelle la robotique sociale, c'est-à-dire des robots capables d'échanger verbalement avec des personnes. Alors les robots sociaux qui sont capables de répondre à une question, répondent à des demandes d'informations et on le voit à travers beaucoup d'applications, que ce soit dans des domaines financiers ou dans la santé ou même on pourrait l'imaginer plus tard dans l'éducation, pouvoir avoir accès à ces robots qui vous parlent, qui répondent à vos questions peut être très utile. D'abord, ça va éliminer un travail laborieux qui serait par exemple de répondre toujours aux mêmes questions, les questions standards qu'on peut avoir. Dans beaucoup de cas pour des applications, c'est évident qu'on peut automatiser en tout cas les premières demandes. Ensuite, lorsqu'il s'agit de demandes plus particulières ou lorsqu'il s'agit de ce qu'on appelle les robots compagnons, c'est-à-dire qu'ils seraient capables de s'adapter totalement à une personne, c'est beaucoup plus compliqué. Mais là, il y a là aussi des applications possibles. Dans le grand âge, on voit par exemple des robots qui pourraient stimuler les personnes qui sont en perte de langage, qui pourraient surveiller des pathologies comme la dépression, par exemple, pour savoir exactement quelle posologie, quels médicaments seraient les plus adéquats. Il pourrait être capable aussi de régler un certain nombre de choses dans la vie de quelqu'un qui, par exemple, est Alzheimer ou se souvient pas des moments où il faut manger ou des moments où il faut prendre ses médicaments. Une machine qui connaît l'emploi du temps et sait réguler au travers de la journée, par exemple, les différentes actions nécessaires pour vivre, seraient par exemple des acteurs, des agents potentiellement utiles pour accompagner les gens le plus longtemps possible et qui restent en autonomie chez eux.
Ce sont des vraies innovations si on les accompagne bien. C'est-à-dire que il y a une peur des robots dans la société occidentale, qui est très différente de la société en Asie ou la culture, par exemple japonaise, qui a une forte appétence pour ces machines. En France, en Europe, on a plutôt peur. Il y a une espèce de mythe de Frankenstein derrière l'utilisation de ces machines. C'est-à-dire que dès qu'une machine vous parle, eh bien, on projette des capacités comme l'aurait un humain. Donc, on leur parle poliment. On essaie d'avoir une interaction, de les aider. Enfin, voilà, il y a toute une démarche sociale qui est naturelle, en fait, de se comporter comme ça avec les autres pour les aider. Eh bien, cette machine, si elle nous parle, on va avoir tendance à vouloir lui prêter même des sentiments et toute une présence très anthropomorphique. C'est ce qui nous fascine et nous fait peur. Qu'est-ce qui nous fait peur ? Eh bien, c'est que la machine soit très intelligente, plus intelligente que nous, et qu'elle se rebelle, qu'elle prenne le pouvoir. C'est ça le mythe de Frankenstein. C'est l'humain crée une forme robotique qui lui ressemble, lui donne certaines capacités, et cette chose va devenir autonome et très intelligente et va dépasser son créateur et va vouloir se rebeller contre son créateur. On est vraiment là tout à fait dans le mythe. On a très peur de cela. Ça a été bercé par la science-fiction qui nous rappelle à chaque fois que ces machines auraient une conscience, des émotions, etc. On en est à des années-lumière et on n'est absolument pas certain, personne pourrait vous dire mais oui, ces robots pourraient avoir des émotions ou pourraient avoir une certaine autonomie. Et puis, il faut prendre conscience quand même que malgré le fait que nos recherches en neurosciences, en psychiatrie, dans la santé en général et sur l'homme et sa conscience, etc., avancent, on en est encore très loin de savoir ce que c'est que justement l'esprit, la conscience de l'humain. Donc comment vous voulez le faire pour la recopier sur une machine si déjà on ne sait pas vraiment tous les fondements de la pensée ? Ce que j'imagine du monde de demain, ce que j'espère en tout cas, c'est qu'il faut apprendre ce que sont ces algorithmes et ces robots, les démystifier et les expérimenter. Plus on sera capable d'expérimenter, moins on en aura peur. Plus vous comprenez ce qu'elles sont capables de faire et les limites, plus vous êtes à même de bien les utiliser. Et j'espère que elles ne tomberont pas en mains juste de capitalistes qui sont juste là pour faire du gadget et avec des usages peut-être pas très utiles, mais en tout cas économiquement très porteurs. Travailler sur la personne isolée, nous faire du marketing émotionnel. Il y a beaucoup de sujets qui me semblent pas judicieux pour la société. Mais par contre, freiner sur ces sujets-là, alors que ça peut être un énorme apport pour mieux comprendre l'humain, pour mieux l'aider dans sa dépendance, dans le grand âge, dans les handicaps, je trouverais ça très dommage. Donc j'espère que demain, nous serons suffisamment conscients de l'apport de l'IA et de la robotique, creuser plus et comprendre quels sont les garde-fous qu'on doit mettre et comment on doit les utiliser. On a besoin d'avoir des grands leaders européens qui travaillent en robotique et qui travaillent sur ces outils utiles avec des objectifs, comme je vous disais, sur la santé, l'accompagnement dans l'éducation aussi certainement, et sans doute dans d'autres sujets qu'on n'a pas encore imaginés. Mais soyons vigilants, curieux, expérimentons et surtout n'ayons pas peur du futur, c'est à nous de le construire. C'était Laurence de Villers, chercheuse au laboratoire d'informatique pour la mécanique et les sciences de l'ingénieur. Quelle place ont les robots aujourd'hui dans l'entreprise ? Dans le groupe de protection sociale Clésia, les robots facilitent le recrutement. Une machine intelligente est au service des relations humaines. C'est ce qu'on appelle un chatbot. Et c'est Nathalie Paul Guater, responsable recrutement et carrière au sein du groupe de protection sociale Clésia, qui est à l'initiative du projet. Les métiers des ressources humaines et le métier du recrutement dans lequel j'officie depuis une dizaine d'années, en fait, c'est très simple, c'est un métier qui évolue constamment et qui doit son évolution aussi aux évolutions que connaît la société, qui sont les réseaux sociaux comme vous les connaissez, et aussi tout bêtement cette rapidité qu'on connaît tous dans nos manières de communiquer.
Et aujourd'hui, nos candidats sont aussi des personnes qui vivent dans la société d'aujourd'hui. Et c'est étrange, en fait, tout bêtement, de se retrouver dans votre vie de tous les jours à pouvoir acheter de plus en plus vite, à communiquer de plus en plus vite avec des gens que vous ne connaissez pas, et de vous retrouver sur un marché du travail où la mise en lien avec des recruteurs n'est pas aussi rapide. Et c'est pour ça que le chatbot est intéressant, c'est qu'il nous permet d'avoir des pratiques qu'on retrouve dans la société. Qu'est-ce qu'on entend par là? C'est tout bête, je vais vous donner un exemple. C'est si jamais vous avez déjà fait des achats en fait sur internet, ou si même vous conversez avec votre banque, vous avez souvent en fait un petit avatar qui s'ouvre et qui vous pose une question en disant bonjour, je m'appelle Michel, est-ce que je peux vous aider? Et c'est exactement ça côté recrutement, c'est en fait c'est la même chose, c'est un avatar qui va vous dire bonjour, vous êtes sur le site de Clésia, comment je peux vous aider à trouver un poste au sein de notre groupe? Et à partir de là, il va vous demander, cet avatar, de vous envoyer le CV et puis il va pouvoir l'analyser. C'est-à-dire qu'au moment où vous envoyez votre CV, la machine analyse votre CV et va vous proposer, dans la minute qui suit, tous les postes qui sont à pourvoir au sein de notre groupe et qui correspondent à votre profil. Il y a quand même une époque avant où on envoyait des CV par lettres et des lettres de motivation. Vous imaginez la révolution que ça a été de ce temps où on envoyait des lettres de motivation et des CV par courrier, et aujourd'hui on vous demande de mettre un CV sur une plateforme et vous avez dans les 30 secondes une réponse. Donc je pense qu'on peut parler clairement d'innovation. Vous venez d'écouter Ça innove, le podcast qui vous parle des grandes dynamiques et des enjeux liés à l'innovation. Une émission produite par l'Agir Carco, acteur de référence de la retraite. Pour approfondir le sujet des robots, nous vous conseillons le livre de Laurence de Villers, Les robots émotionnels, santé, surveillance, sexualité et l'éthique dans tout cela, paru aux éditions L'Observatoire. N'hésitez pas à noter l'émission, à nous laisser des commentaires, on a hâte de vous lire.